fait 20 ans que je te connais. Hein. Ben, c'est ce que je disais à Sarah, ça fait 20 ans que, ben, ça fait 20 ans que je publie déjà. Voilà. 2002, 2002 moi j'étais ouais. libraire à Knopflezout. Ah oui. Donc j'ai vu le premier bouquin où on s'est excité comme des puces avec mon collègue, a commencé à vendre le bouquin. Il n'était pas sitôt annoncé le deuxième que le premier sortait déjà en poche, souviens-toi. Oui, oui. Et la boule de neige n'a fait qu'une chose, c'est d'augmenter, d'augmenter. Ouais. Alors quelle fidélité évidemment à ton éditeur. Ah, j'ai le même éditeur depuis... C'est quoi, 14, 15, 16, 16 bouquins. Ouais, si on compte les contes de Noël, ça, oui, ça doit être 16. Oui. Ah bah non, mais c'est un bonheur, ça, d'avoir c'est un bonheur, la même équipe, Bah, surtout, c'est important dans la relation avec un éditeur, je trouve, et que ça a démarré très tôt avec Bernard Fixon. C'est très vite entendu sur ce que je voulais faire, sur ce que... donc il a vite appris à me connaître, et donc il sait des fois avant moi là où je veux aller. Et donc là c'est une vraie relation je dis toujours, tout seul on n'arrive pas à écrire un livre tout seul, vraiment, il faut tout le temps un regard extérieur, mais là la longueur de notre collaboration fait qu'il me connaît tellement bien qu'il voit avant moi là où je vais aller, ou là où je ne devrais pas aller. 2022 tu avais 2002 tu avais quel âge là? J'avais 27 ans. 27 ans. 27 ans, et on s'est rencontrés, j'en avais 25, c'est-à-dire quand on a commencé à... J'ai commencé à réfléchir à écrire ce premier livre. Et l'histoire est venue comment? C'est-à-dire, je veux dire, cette passion pour l'histoire. Ça, c'est mes lectures de jeunesse. Les lectures de jeunesse. Vraiment. Moi, je suis toute ma vie, c'est construite entre mes 14 et 17 ans. Voilà, tout ce que j'ai lu à ce moment-là. À la maison, il y avait déjà beaucoup de bouquins? Il y avait beaucoup de livres. Mon père lit beaucoup, ma mère lit beaucoup. Donc, il y avait des livres à la maison. Donc, j'ai pioché par hasard. Hein, et quand par hasard vous tombez sur Walter Scott, ça peut vous changer la vie. En l'occurrence, ça a changé la mienne. Ça m'a donné le goût du roman et le goût de l'histoire. Et le goût du Moyen-Âge. Beaucoup de goût important pour moi du premier coup. Et j'ai eu envie d'écrire parce que j'aimais lire et que je considère que l'écriture, c'est... Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase auquel je crois beaucoup. Écrire, c'est lire deux fois. Et c'est la version sublimée de la lecture, c'est l'écriture pour moi. Donc je suis vraiment... Et voilà, et quand je lisais enfant, ça me donnait des idées, j'avais des envies de refaire tel genre de roman, tel genre d'histoire. Et il y a plein d'idées que j'ai eues à cette époque qui sont les romans que j'ai écrits plus tard. Et encore aujourd'hui, j'ai des choses dans mes tiroirs qui sortiront dans 10 ans, ou je sais pas, qui sont des idées de l'adolescence. Amoureux très tôt? Amoureux très tôt, oui. Oui. Amoureux très tôt aussi, voilà, oui. Mais passionné. Vraiment passionné de ce que la parole peut nous apporter. Donc du coup, comme quand on est amoureux, on parle beaucoup, généralement. On parle de soi, on parle de l'autre, on s'explique. Voilà, chaque histoire d'amour est un petit roman. Alors, le regard un petit peu, parce que bon, ton dernier roman parle évidemment, et le titre est très porteur, Je t'aime, banal comme titre. À la fois banal et unique. Et unique, tout à fait unique. Ouais. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il faut lire les personnages. Ah oui, les gens dans la rue, il faudrait les lire. Ouais. Ça c'est beau. Ça, je trouve c'est une phrase phase dans tout l'ouvrage, parce que c'est vrai, quand on prend la peine de se poser, de regarder la personne, c'est quand on voit à travers, on commence à le lire. Exactement, on lit des personnalités, on lit des traits. Alors, spécialement quand on tombe amoureux, je trouve que c'est des moments assez magiques dans la vie. Et là, ça touche tout le monde, hein, vraiment, mais d'ailleurs, tout le début de Je t'aime est axé sur ce moment-là sur lequel je voulais m'attarder. C'est le moment où on tombe amoureux, mais on ne connaît pas la personne qu'on aime. Ça a été un coup de foudre, vous l'avez croisé par hasard, et tout d'un coup, cet homme, cette femme prend une importance gigantesque dans votre vie, et devient même peut-être la cause ou la responsable de votre bonheur futur, et vous ne la connaissez pas. Elle ne vous connaît pas non plus, donc il va y avoir comme ça quelques jours, quelques semaines, quelques mois où on s'étudie, où on regarde tout, où on la lit en fait, on va regarder comment elle parle, comment elle s'habille, je parle de la personne, hein, il n'y a aucun genre là-dedans, hein. Mais on est très attentif aux détails, donc on lit la personne, on est très attentif à soi aussi, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à la manière dont on se présente, enfin, tout ce jeu de la séduction, c'est une forme de lecture, de la lecture de la personne qui est en face, voilà. en face de soi.
quels sont dans l'écriture de l'ouvrage les couples qui ont été élagués, qui n'apparaissent pas dans l'ouvrage? Parce que vous avez fait la sélection, tu as fait sélection de quelques couples comme ça. Il y en a peut-être eu d'autres qui ne sont pas présents. Ah bah beaucoup, puisque je me suis arrêté à 200. Oui. J'ai fait 200 cas, ce que je vais appeler des cas d'école, Voilà. des cas de situation comment dire, où l'amour soit se cristallise, soit se désagrège. Ah, mon téléphone. Donc j'en ai 200, donc il y aura d'autres livres sur ce sujet-là. Ouais. Parce que j'ai évidemment pas pu traiter ce sujet sur tous les angles en seulement 300 pages. Mais je me suis arrêté à 200. À 200, j'ai dit, bon là j'arrête, ça suffit. Et justement, dans ces 200, mais qui n'apparaissent pas tous en bouquin, peux-tu nous parler d'un couple? J'ai écarté volontairement de celui-là celui que j'appelle les haines. Sur le moment où le sentiment amoureux devient le plus égoïste et nocif. Tout d'un coup, et par exemple, il y a un couple qui est alors en fait c'est un peu évoqué dans le livre, mais je suis pas allé au bout de cette histoire. C'est qui traite de ce que j'appelle la haine coupable. C'est-à-dire que quelqu'un trompe son conjoint, se fait avoir, se fait pincer, et finit par détester l'autre par culpabilité. C'est que tout d'un coup ça devient de sa faute à l'autre, ça devient de la faute de l'autre d'avoir du fait que nous on est trompé. Cette haine coupable là, je pense que ça parlera à des gens parce qu'on peut tous l'avoir vu, peut pousser très très loin. Très très loin la mauvaise foi, la colère, et on se venge de soi sur l'autre. Voilà, donc j'ai un couple comme ça que je traiterai dans un autre livre, où effectivement je montre comment des personnes qui se sont absolument adorées, pour un détail ou pour un grain de sable, deviennent les pires ennemis du monde possible. Mais ce concept de la haine coupable, j'y crois beaucoup. On a fauté et on déteste l'autre parce qu'on a fauté contre lui. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'extase du séminariste. Eh oui, l'amour... parce qu'il y a... Alors ça, c'est assez important. L'amour a une histoire en Occident. Les émotions amoureuses ont toujours existé, mais la place de l'amour dans la société et dans la vie des gens a beaucoup évolué. Par exemple, à l'Antiquité, la relation entre humains la plus privilégiée et la plus estimée, c'était l'amitié. C'était pas l'amour entre les êtres. Après, il y a eu l'amour divin, l'amour sacré, qui était très important. L'amour de Dieu était indispensable. Et puis, au XIIe, XIIIe siècle, il y a l'amour profane qui arrive, avec Tristan Iseult, avec tout ça. Et à ce moment-là, l'amour profane, l'amour entre les hommes, devient une espèce d'idéal de vie supérieure. C'est-à-dire tout d'un coup, on considère que pour atteindre le bonheur dans la vie, ça va être à travers cet amour-là aussi. Il y a l'amour sacré, c'est pour le salut, c'est pour plus tard, mais voilà. Et cet amour-là, en fait, ces codes amoureux-là qui vont se mettre en place au XIIe, XIIIe siècle, ils vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. C'est les mêmes idéaux. Mais ça part du même mot, l'amour divin et l'amour profane ont le même vocabulaire. Et ce séminariste dont tu parles, en fait, était voué à se consacrer à Jésus, se consacrer à Dieu, à l'amour du genre humain, mais à l'amour divin. Et il va tomber il va un jour croiser une jeune femme, et comme toujours, parce qu'on ne décide pas de tomber amoureux, tout d'un coup, il va reporter l'amour divin sur cette femme, mais avec les mêmes codes, c'est-à-dire qu'il va la diviniser. Et ça en fait un personnage assez intéressant, parce que ça peut arriver. Il l'aime tellement, il a un tel idéal d'amour pour elle, que c'en est trop. Voilà. Que c'en est trop pour D'ailleurs, je cite une phrase de Bossuet dans ce segment-là, où il dit qu'on fait parfois beaucoup de tort à l'autre en l'aimant trop. Et ce séminariste, effectivement, va trop aimer cette femme au point qu'elle va le fuir, parce que cet amour est trop puissant. Voilà. Mais voilà, c'est le même mot, l'amour de Dieu et l'amour entre nous est le même, c'est touchant. On parlait du séminarisme, ça me fait penser à l'église, c'est mon corps, c'est mon sang, où on boit du vin, ça démarre dans une cave à vin. Dans un musée, dans le musée du vin à Paris. Dans le musée du vin. Et pourquoi pas dans une cathédrale? Et pourquoi dans un musée? Mais ça aurait pu être n'importe où. Ça aurait pu être n'importe où. Je trouve que c'est bien choisi.
Alors, c'est parce que j'aime bien cet endroit. Voilà. En fait, dans le roman, tout le roman se passe à Paris et se passe dans des lieux que j'aime beaucoup, que je trouve emblématiques ou intéressants. Et en l'occurrence, le musée du vin, qui est lui-même dans une ancienne abbaye, où les moines du XIIIe siècle à Chaillot faisaient du vin aussi. Enfin, il y a toute une histoire dans ce lieu. Mais la rencontre amoureuse, elle se fait absolument partout et n'importe quand. Elle est totalement imprévisible, donc ça peut être là aussi bien. Il y en a une autre, c'est dans la rue. Il y en a une autre, c'est en écoutant une chanson que tout d'un coup, un homme et une femme se découvrent un amour mutuel. C'est ça qui est magnifique, c'est que pour le coup, la foudre peut tomber partout en amour. Donc non, il n'y a pas de raison historique, en tout cas, au choix de ce premier lieu. Moi j'aime bien, c'est la façon dont tu abordes la parade amoureuse aussi. Le jeu, la partie de jeu. Bah, si on regarde autour de soi, je parlais tout à l'heure de quand on se rencontre et quand on est amoureux, effectivement, on se met un peu en scène, on essaie de se montrer sur son meilleur profil. En fait, il y avait l'expression qu'on fait un peu le beau. Il y a un peu tout ça, on essaie de gommer un peu les choses qui pourraient... Le jeu de la séduction, c'est ça, il y a un petit peu de mensonge dans la séduction, en tout cas d'arrangement. Il y a une petite danse comme ça, il y a un jeu qui se fait. Mais si on regarde bien, c'est comme ça partout dans la nature. Les mammifères, quand on se penche un peu, mais ça plus que les mammifères d'ailleurs, même les insectes et tout ça, il y a un jeu, il y a une danse amoureuse où on essaye de séduire l'autre. Il y a les chants chez les oiseaux, ou les parades de plumes. C'est fou, c'est presque, on obéit à une injonction naturelle en faisant ce jeu de la séduction. Et on n'y échappe pas. C'est-à-dire que c'est vraiment... Quand on reprend nos histoires d'amour à rebours, on s'amuse de voir ce qu'on a dit et fait à ce moment-là pour se séduire l'un l'autre. Au fil des siècles, tu as vu une évolution parce que tu as écrit sur d'autres choses. Quelle est cette évolution d'après? Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'évolution, elle se fait dans les mentalités. Ça, c'est sûr que les mentalités changent d'une génération à l'autre, et donc, enfin, même d'un siècle à l'autre, évidemment. Donc, les rapports entre les êtres peuvent être différents. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, plusieurs injonctions qui peuvent empêcher un amour à une telle période qu'il ne l'est plus à l'époque ultérieure. Donc ça c'est des choses qui peuvent changer. Mais dans la parade amoureuse dont on parlait, là pour le coup ça change très peu. C'est-à-dire que vous écriviez une lettre au XVIIIe siècle à quelqu'un qui vous plaît, ou qu'aujourd'hui vous lui envoyez un SMS, l'angoisse de l'attente est le même. L'angoisse de la réponse est le même. Tout ce qui est purement de l'émotion ne change absolument pas. Et c'est ce que je voulais un peu faire dans ce livre-là, en traitant comme ça comment dire, des relations amoureuses, sentimentales aujourd'hui. On entend tout le temps aujourd'hui à quel point la société est en train de changer, que tout change, ou que tout s'écroule, ou que les valeurs disparaissent, etc. etc. Oui, beaucoup de choses changent, mais je trouve intéressant de montrer dans une société ce qui ne change pas. C'est souvent ce qui qualifie aussi, historiquement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les choses qui sont pérennes et qui survivent et à l'actualité et au simple fait du moment, enfin aux simples évolutions du moment. Les émotions ne changent pas. Voilà, aujourd'hui, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, que vous soyez genré, non genré, quand vous êtes heureux d'un coup de foudre, vous êtes heureux de la même façon. Quand vous souffrez d'un coup de vent parce que quelqu'un vous a quitté brutalement et tout ça, la souffrance est la même. Là, ça n'a vraiment pas du tout changé. Et c'est ce qui fait la beauté de la littérature. C'est pour ça qu'on peut lire Anna Karénine et se retrouver dans les personnages de ce roman, ou Tristan et Iseut. Il y a une pérennité, en tout cas depuis le XIe, XIIe siècle, il y a une pérennité de cette force et de cette importance des émotions qui n'ont absolument pas changé. Donc après... est-ce que c'est vraiment un changement si énorme de s'envoyer un texto plutôt que de s'envoyer un pigeon voyageur? Non, je pense qu'en fait, demain on utilisera d'autres moyens et ça ne nous empêchera pas de sourire, d'être heureux ou de pleurer. Et de vaincre la timidité. Et de vaincre la timidité, bien sûr. Là, on en parle très bien. Tout à fait. Ben oui, parce que c'est un moment de faiblesse, l'amour. C'est un moment où on se fragilise, c'est ce qu'on dit toujours. Dire je t'aime, c'est poser une question. Hein. On attend la réponse, voir comment la personne va réagir. C'est pas une affirmation, je t'aime, c'est une question. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un point après je t'aime. On dit rarement je t'aime, et puis après, on dit je t'aime et ça s'arrête. Et on attend le discours en face. Donc on est dans une situation de fébrilité, et donc de peur, et donc enfin voilà, c'est pour ça que s'il est peut-être si difficile à dire, et peut-être même plus difficile à dire aujourd'hui qu'avant.
avant on disait, comment dire, on formulait l'amour longtemps avant de le faire, avant de passer à l'acte, ou même avant même de se toucher la main. On exprimait son amour, il y avait tout un code comme ça on disait, bon, voilà, on disait je t'aime avant de vraiment vivre ensemble. Aujourd'hui ça s'inverse un peu, c'est qu'on a un rapport à l'érotisme et au corps qui est totalement différent, donc je vois plein de couples autour de moi qui vont coucher ensemble, qui vont même habiter ensemble, s'installer ensemble, et qui ne se sont pas encore dit je t'aime. Qui attendent le moment où, entre guillemets, ils vont être sûrs, ou le bon moment, ces choses-là se sont inversées. Alors vous allez me dire, bah vous voyez, les relations amoureuses changent. Je dis non. Oui, la chronologie a changé, mais la difficulté de dire je t'aime est toujours la même. Elles sont peut-être plus femmes sauterelles maintenant. Oui, c'est comme ce que je dis dans le livre. Non, explique un peu cette... Ah non, c'est pour dans un des couples, oui. il y a qui s'appelle A et O, A étant la jeune femme, et elle a un babillage incroyable. Voilà, c'est-à-dire que en fait O, c'est leur premier dîner, donc effectivement ils l'observent, ils regardent comment elle se comporte et tout, parce qu'il essaye de percer le mystère de cette personne qui commence à lui plaire. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup, qu'elle change tout le temps de sujet, c'est-à-dire voilà. qu'elle parle d'un sujet, elle saute d'un sujet, c'est ce qu'il dit à un moment, il dit c'est un peu comme une sauterelle, elle change tout le temps, mais il dit surtout à chaque fois qu'elle change de sujet, on a l'impression qu'elle change de peau. Oui. Et il dit, je trouve ça fascinant, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui tout de suite se révèlent multiples. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas tant l'image de la sauterelle qui est amusante, mais c'est que ces deux personnes ne se connaissent pas. Ils viennent de se rencontrer par hasard en fin de soirée, ils vont boire un verre ensemble. Ce sont vraiment deux inconnus l'un à l'autre, et pourtant, dans la première heure où ils sont ensemble, ils se disent des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on est pris de ce vertige amoureux, on est capable de dire des choses sur soi qu'on ne dit pas à des amis qui sont à nos amis habituels ou à la famille, et tout ça. Il y a un besoin comme ça de s'exprimer, de se montrer, la parade amoureuse encore, par la parole, on dit. Et donc elle, il voit ça, comme on observe tout à ce moment-là, et il se dit, voilà, c'est incroyable, on ne peut pas s'ennuyer avec une femme comme ça, qui a un esprit pareil. Fantasme? Tu aimes les femmes en rouge? Non, pas spécialement. Pas spécialement, mais je me souviens d'une copine qui me disait ça, c'est que quand elle savait qu'elle allait dans un endroit, on va dire, où il y avait des enjeux, elle s'habillait en rouge parce qu'elle a l'impression que le rouge lui donnait plus de force. Donc j'ai gardé... Alors tout le livre est fait de ça, de petits détails comme ça, d'histoires qu'on m'a racontées, de choses que j'ai vécues ou que j'ai vues, ou de petits éléments qui, comme ça, de fil en aiguille, ont construit mes personnages et ont construit le roman. Ça fait une quinzaine d'années que je sais que je vais écrire ce livre, que ce sujet m'intéresse. Maintenant, tu as des fiches avec des couples? Oui, j'ai des fiches, j'ai des petits carnets, oui, où je note des idées. Alors c'est comme toujours, il y a des idées, on les relit un an plus tard, on se dit mais qu'est-ce que c'est, il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qui m'a... Et puis à un moment donné, ça tombe. Et voilà, et puis à un moment... On trouve sa place, quoi. Exactement. Alors ça, cela dit, puisqu'on se dit tout, c'est une évolution chez moi. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai écrit mes premiers romans, je me faisais un devoir de ne pas prendre de notes sur les idées de romans, parce que je partais du principe que ma mémoire faisait le tri d'elle-même. C'est-à-dire que si l'idée ne revenait pas, c'est qu'elle était pas, si je l'oublie, c'est que finalement elle n'était pas si bonne que ça. Donc ça a marché très bien jusqu'à mes 35-36 ans. Et après j'ai commencé à m'apercevoir que je commençais vraiment à les oublier, même des bonnes histoires. Donc depuis la quarantaine, je commence à prendre des notes, ce que je ne faisais pas avant. Mais ce qui me fait dire, ce que j'ai dit précédemment, c'est que des fois je relis des notes sur une idée que j'ai trouvée soi-disant vachement bien à l'époque, et je m'aperçois qu'il n'y a rien dedans, enfin c'est une fausse bonne idée. Donc avant mon cerveau faisait le tri, maintenant c'est moi qui fais le tri. Comme tu dis qu'on se dit tout, est-ce que tu aimes rendre service à des copains qui déménagent ou... Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors ça, oui, parce que j'ai un personnage. Alors voilà, ça m'a toujours fasciné, parce que ça, je l'ai vu aussi. Les gens réagissent tous de manière différente à la même situation. Voilà. Vous vous faites quitter, donc il y a ceux qui vont s'enfermer chez eux et qui vont ruminer et larmoyer. Il y a ceux qui vont regarder des films justement très tristes, ou des romans très tristes pour voilà, et moi j'ai un personnage qui fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que lui, quand il est vraiment malheureux, il s'occupe des autres.
Comme il sait que lui, il est pas bien, donc il va donner des coups de main à plein de gens, il va aider dans un EHPAD. Voilà, il arrive à se guérir par le don chez les autres. Donc ça marche pour lui. D'ailleurs, il est en face d'une fille qui, elle, fait totalement l'inverse. Et elle lui dit, mais t'es l'opposé de moi. Et lui, il lui répond, mais on est deux solutions au même problème. On a chacun notre... Et c'est un peu ça dans la vie. C'est un peu aussi l'objectif caché de ce livre. C'est-à-dire que... on m'a demandé il n'y a pas très longtemps qu'est-ce que je voudrais que les lecteurs retiennent de mon livre Je t'aime. Et je leur ai dit, mais je ne veux pas qu'ils retiennent le livre. Ce que je veux, c'est qu'ils retiennent les souvenirs qui vont leur revenir en relisant tel ou tel passage ou telle scénette dans le roman. Parce que ce que je raconte dans le livre, tout le monde l'a forcément vécu. Voilà. Je l'ai pas inventé, j'ai pas inventé les relations amoureuses, j'ai pas inventé le premier baiser, le premier je t'aime, le premier dîner, la première trahison. Tout ça, ça fait partie de nos vies depuis très longtemps. Et ce que je trouve intéressant en revanche, c'est d'utiliser ce qu'on appelait les exemples plats au Moyen-Âge, c'est-à-dire de donner, sur un même sujet, de donner plein de points de vue différents. C'est-à-dire que c'est en multipliant les points de vue qu'on arrive à cerner un sujet, et je trouve que le sujet du coup de foudre ou de la trahison, dans le roman, il se résout parce que je vais vous montrer plein de situations différentes d'un même sujet. Et dans tous ces exemples-là, non seulement vous pouvez retrouver le vôtre, mais vous pouvez trouver d'autres exemples où vous dites « Ah, j'aurais dû le faire comme ça » ou « Ah, j'ai pas vu, j'aurais dû... » Enfin voilà. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime dans les romans sentimentaux, c'est de pouvoir me retrouver dans Frédéric Moreau de l'éducation sentimentale ou Tiram et comment elle s'appelait déjà Piram et Thisbé. Ça vous dit rien, Piram et Thisbé? Alors explique. C'est le vrai Roméo et Juliette. D'accord. Alors c'est un roman antique qui a été écrit, mon Dieu, par Longin, je crois bien. Donc c'est deux familles qui se détestent, le couple qui doit s'aimer, et ça finit très mal. Enfin, voilà. C'est complètement Roméo et Juliette. Il a été réécrit au XIIIe siècle par un auteur anonyme qui a rendu ce mythe totalement universel à ce moment-là, et qui a fini par être repris par des auteurs qui ont transformé ça en Roméo et Juliette, et Shakespeare qui a repris lui-même. Et d'ailleurs, comment on appelle Le songe d'une nuit d'été, c'est assez amusant parce qu'il y a une troupe de théâtre qui joue Piram et Thisbé dans la pièce. Alors, pourquoi j'aime beaucoup Piram et Thisbé? Alors, je vais vous en citer deux. Je vais vous citer Piram et Thisbé et Aucassin et Nicolette, qui est ce qu'on appelait un chant fable, c'est-à-dire qu'une fable chantée. Pourquoi ces deux histoires sont très importantes dans l'histoire de l'évolution du modèle amoureux en Occident à cette période-là? C'est que le Piram et Thisbé finit mal parce que Piram et Thisbé n'ont vraiment pas de chance. C'est atroce, ils arrivent quasiment à trouver un moyen d'arriver à s'aimer, et là il y a un coup du sort qui leur tombe dessus, et tout finit très mal. Aucassin et Nicolette sont dans la même situation, c'est-à-dire que tout va contre leur histoire d'amour, sauf qu'eux vont avoir beaucoup de chance. Eux vont avoir deux coups de théâtre qui fait que tout d'un coup, ils vont arriver à s'aimer et que tout va bien se terminer. C'est très emblématique de cette époque où, dans toutes les histoires d'amour, et ça vaut pour Tristan et Iseut, ça vaut, on le retrouve dans la correspondance de Héloïse et d'Abélard, la notion de chance, alors à l'époque il disait providence, est très très importante dans une histoire d'amour. C'est-à-dire que vous pouvez vous aimer autant que vous voulez, aussi fort que vous voulez, il vous faut un petit peu de chance pour que cette histoire aboutisse, pour que cette histoire soit vraiment perdurable. Sans la chance, sans la providence, ça ne marche pas. Dans Tristan et Iseut, il y a des petites phrases qui reviennent tout le temps, c'est grâce à Dieu. Où la chance a voulu que le roi Marc ne les a pas surpris à ce moment-là. Il faut de la chance. Les contes de fées, ce sont des contes de chance. La fée, c'est juste l'incarnation du coup de chance qui va remettre d'un coup de baguette magique toutes les choses à la place. La morale de toutes les grandes histoires d'amour, des fabliaux, des jongleurs, des troubadours, de tout ça, c'est qu'il y a une dimension qui nous échappe totalement dans nos histoires, et voilà, on appelle ça le hasard, ou le destin, ou la chance, mais il faut savoir s'abandonner à cette part d'imprévisible dans les relations. Dès qu'on essaye de... Et ça nous parle, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on essaie de tout contrôler aujourd'hui, on essaie d'être extrêmement vigilant à maîtriser sa personnalité, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ces histoires d'amour, c'est imprévisible et incontrôlable, une histoire d'amour. C'est un peu l'enseignement du vieux professeur à cheveux blancs.
Exactement. C'est un peu ça, Ouais. où il partage un petit peu toute cette connaissance qu'il a en lui avec cette jeunette, quoi. Ouais, voilà, c'est un couple alors là, qui a une différence d'âge énorme, puisqu'il y a près de 40 ans qui séparent l'homme de la femme. Il n'a pas souvent changé de voiture, lui. Hein? Il n'a pas souvent changé. Non. Et c'est oui, moi c'est 40 ans de différence, et c'est une jeune étudiante. Et ça ne pose aucun problème, a priori. Une histoire d'amour, là aussi on peut revenir à Tristan et Iseut, une histoire d'amour, c'est un acte de liberté absolue. Oui, mais lui ne comprendra pas un petit peu. Lui, le problème, c'est qu'il va essayer de réfléchir. Voilà. Lui, à un moment, il va vouloir maîtriser les choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va se dire, donc ils ont 40 ans d'écart, il voit un jour sa jeune compagne dans un bistrot avec d'autres amis de son âge. Et, là, elle est tout autre. Elle est différente, parce qu'on peut être différent, ça on pourra revenir là-dessus parce que c'est un sujet important. Et il va se dire en fait que peut-être qu'il lui rend pas service, en fait, que c'est un peu égoïste pour lui d'aimer cette femme qui est beaucoup plus jeune, alors qu'elle est très heureuse avec lui, elle ne se pose pas de questions. Lui, il va faire la pire des choses, c'est qu'il va essayer de décider ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc, je raconte pas ce qui va se passer, mais l'intelligence est souvent un défaut en amour, quand on essaye de trop penser les choses et de trop les cadrer, surtout quand on essaie de le faire pour l'autre ou à la place de l'autre. Là, généralement, on crée des dégâts. Alors, il y a deux oiseaux qui apparaissent tout au long de l'ouvrage, c'est Camille et Camille. Quel beau chant entre eux. Bah, c'est le fil conducteur. Alors, c'est le fil conducteur, eux, c'est l'histoire d'amour conte de fées. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vous disais justement, il faut un peu de chance. Eux, ils ont vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'ils ont l'histoire d'amour telle que dans l'idéal, on voudrait tous le rêver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune emprise extérieure qui vient perturber la relation de cet homme et de cette femme. Et donc je vais les suivre dans le détail, vraiment l'évolution de ça. C'est toujours au départ la timidité est vaincue, là. Toujours. Mais ça, je pense que c'est mais lui, c'était flagrant au départ. Oui. Il a pris son temps. Et en fait, je respecte en ça beaucoup une fois de plus encore, les romans médiévaux. Hein. Je suis très sur cette littérature-là qui a posé beaucoup de bases du roman sentimental. Vous prenez par exemple dans les romans de Chrétien de Troyes, le Chevalier à la charrette par exemple, où vous allez avoir plusieurs histoires. Vous allez avoir l'histoire de Lancelot, l'histoire de Gauvin. Gauvin, c'est le seigneur parfait, idéal, il fait toujours ce qu'il faut, il est toujours exemplaire. Et Lancelot, c'est celui qui fait des erreurs, et toutes les histoires sont racontées, mais avec toujours ce fil conducteur de l'idéal. Et moi, dans mon roman, je vais vous raconter donc l'histoire de Camille et Camille, qui est mon Gauvin à moi, c'est-à-dire que ça, c'est l'histoire idéale et parfaite. Et à côté de ça, vous allez avoir tous les contre-exemples, qui ne sont pas des contre-exemples, qui sont d'autres manières d'appréhender l'amour et de le faire vivre d'une certaine manière. Et je trouvais assez joli que enfin pas joli, mais je trouvais utile que cet effet de contraste reste en permanence dans le roman. Mais c'est vrai que Camille et Camille, ils ressemblent à un homme et une femme d'aujourd'hui, ils se sont rencontrés par hasard, comme on pourrait tous se rencontrer, mais a priori ils n'existent pas, ils n'existeront jamais, c'est-à-dire que personne n'a ce niveau de chance possible, d'idéal, voilà, c'est l'amour tel qu'il est rêvé, quoi. Romain, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a passé un très bon moment ensemble. On ne va pas en dire plus parce que tu en causeras avec mon ami Guillaume Sautet, qui va sûrement t'inviter bientôt. C'est ce journaliste de Besançon. D'accord, très bien. Et ce sera un plaisir de t'écouter avec lui dans quelques semaines, je pense. Eh bien, formidable. Voilà. Génial. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Tu connais